Évasion Guinée, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce magazine. Tout d'abord, le président français François Hollande a effectué vendredi une visite d'État à Conakry. C'était pour signifier son soutien à la Guinée en cette période de crise sanitaire d'Ebola. Première étape de sa visite, le CHU d'Oka, où le président français et son homologue Alpha Condé ont visité le laboratoire français de l'Institut Pasteur. François Hollande a aussi eu un entretien à huis clos avec le personnel médical et les acteurs concernés par la lutte contre l'épidémie Ebola. L'hôte français a annoncé une aide supplémentaire à la Guinée avec la construction très prochaine de 3 centres de traitement d'Ebola et une enveloppe symbolique de 100 millions de dollars pour la lutte contre Ebola, compte rendu signé Abdrahmane Ba. François Hollande à l'hôpital national d'Onka. Accueilli en grande pompe, le chef d'État français effectue la première étape de sa visite en Guinée, frappée par le virus Ebola. Le président François Hollande et son homologue ont visité le laboratoire français de l'Institut Pasteur. L'hôte français a aussi eu un échange avec le personnel du centre d'isolement d'Ebola. Ensuite, comme prévu, les deux chefs d'État et leur délégation ont eu un entretien restreint avec les acteurs intervenants dans la lutte à Ebola. Au sortir de cette réunion, François Hollande a expliqué les appuis supplémentaires que son pays compte apporter à la Guinée. Nous allons mettre en place 3 centres, 3 catégories de centres. La France avec la Guinée. Des centres pour traiter les malades. Des centres pour traiter les soignants qui pourraient être touchés dans le cadre des apports qu'ils peuvent contribuer à donner aux malades. Et puis, nous allons mettre en place un centre de formation pour les soignants. Voilà ce que nous faisons. De manière à ce qu'on forme les soignants, que les soignants puissent soigner sans risque et que pour les malades, on puisse les traiter dans un délai court. L'essentiel, c'est que les Guinéens soient convaincus qu'on peut guérir l'Ebola et surtout que les gens acceptent que les contacts soient suivis. Nous avons par exemple quelques réticences à Temenetaï. Il faut que donc toute la population sache que s'ils acceptent que les contacts soient suivis, ils pourront guérir rapidement. Nous avons le cas qui est guéri. Et surtout que quand quelqu'un est guéri, c'est comme quand vous guérissez de paludisme. Quand vous guérissez de paludisme, vous ne contaminez plus. Il faut que les gens sachent que quand on guérit de l'Ebola, on est guéri définitivement. Donc on n'isole pas les gens qui sont guéris. Une visite qui augure de l'espoir chez les autorités sanitaires du pays. Les doléances qui lui ont été posées, c'est de continuer à soutenir le programme national de lutte contre Ebola en République de Guinée pour que dans les brefs délais, nous puissions bouter Ebola hors de la Guinée. Pour le ministre de la Santé, au-delà de tous ces appuis, c'est l'image du pays stigmatisé et isolé qui est résolue. Pendant que certains pensent que la Guinée n'est plus fréquentable, Monsieur le Président de la République française est en train de démontrer le contraire pour prouver que la Guinée est fréquentable. Pendant que certains de nos pays amis, les plus proches, ont fermé leurs frontières, Monsieur le Président de la République française a fait le déplacement pour venir visiter le centre de traitement d'Ebola de Donka pour démontrer que la Guinée est fréquentable. Après l'étape de Donka, les présidents français et guinéens ont pris le départ pour le Palais des Nations. Après le CHU d'Onka, direction le Palais des Nations pour des décorations mutuelles, la signature du protocole d'accord avec l'Institut français Pasteur, ponctué par une conférence de presse. Après avoir salué les efforts de la Guinée dans la lutte contre Ebola, François Hollande a mis l'accent sur l'union, la vigilance et la solidarité. Il est au micro d'Abakar et Sidiki Mané. Un message de solidarité à l'égard de la Guinée, à l'égard aussi de la population guinéenne, celle qui peut être frappée par la maladie, celle qui peut craindre la maladie, et celle qui se bat contre la maladie. Solidarité aussi à l'égard des soignants, admirables soignants, guinéens, français et de beaucoup d'autres nationalités, qui prennent des risques pour assurer à la population guinéenne des soins de haute qualité qu'elle a.
Je suis venu aussi pour adresser un message de confiance. C'est-à-dire que je ne veux pas que les pays qui sont frappés par une épidémie, par un fléau sanitaire, puissent être enfermés, coupés du monde, et ainsi entravés dans leur développement, dans leur vie. Et c'était le risque qui pouvait se produire. C'est-à-dire qu'à une crise sanitaire ne vienne pas ensuite une crise économique qui elle-même puisse déboucher sur une crise politique, voire une crise sécuritaire, c'est-à-dire de la violence. Donc il est très important que je puisse dire au monde entier que la Guinée continue à vivre, à se battre et à continuer. Et puis le dernier message, c'est un message de vigilance. Oui, il convient d'être vigilant. La bataille n'est pas gagnée contre l'Ebola. Et vous devez prendre un certain nombre de dispositions pour éviter les contaminations, pour donner de l'information. Et si ma visite permet aussi de m'adresser à toute la population guinéenne, mais aussi à la population française, dire attention, nous devons continuer à être vigilants, à prendre des précautions, y compris dans nos modes de transport, y compris lorsque un certain nombre de nos proches peuvent circuler à travers le monde. Alors, cette visite est non seulement amicale, non seulement celle de la solidarité, mais elle peut être aussi utile à la Guinée, à la France et au monde tout entier. Dans cette rétrospective également, le président de la République a conféré mercredi avec les hommes de médias au palais Sékou-Touréya. Professeur Alpha Condé a expliqué la nécessité de la prise en charge médicale des malades d'Ebola et la sensibilisation des populations des villes encore épargnées par le virus pour son éradication rapide. L'arrivée du président français en Guinée et la menace de l'opposition de reprendre ces manifestations ont aussi été évoquées. Compte rendu Abdrahman Ba. La stratégie de riposte à Ebola a été principalement abordée par le président de la République. Professeur Alpha Condé a insisté sur la nécessité du renforcement de la prise en charge des malades d'Ebola, le suivi des contacts à 100% et la sensibilisation sur la prévention de l'épidémie dans toutes les préfectures de la Guinée, même dans celles encore épargnées par le virus. Des mesures qui, selon lui, vont concourir à vite finir avec l'épidémie d'Ebola. Je prends par exemple le cas des contacts. Si vous voulez que la personne reste chez lui pendant 21 jours, il faut lui donner à manger. Si vous ne lui donnez pas, si vous donnez seulement du riz, on ne mange pas de riz, du sans sauce, etc. Donc si le pense de riz, mais qu'il n'y a rien, les personnes ne sont pas restées chez eux. Donc hier, on a été obligé de prendre sur mon budget de souveraineté pour envoyer de l'argent évidemment dans les préfectures. Parce qu'il faut bien avoir de l'argent sur place. Il ne faut pas dire qu'il y a 50 familles à 5 millions. On en a pour 100 familles. Le grand problème qu'on a, deux grands problèmes. Le premier, il faut vraiment vous aider, c'est la sensibilisation. Il faut que les gens acceptent que les médecins aillent voir les contacts. Si on ne fait pas ça, on ne pourra jamais finir la maladie. Concernant l'arrivée du président français François Hollande en Guinée, professeur Alpha Condé estime que cette visite est un signe d'engagement que la France témoigne à son pays en cette période difficile due à Ebola. En plus de l'appui budgétaire que va apporter son homologue à la Guinée, la signature d'un accord de partenariat pour la formation des médecins guinéens est aussi prévue. Elle devra permettre d'autonomiser le système sanitaire du pays dans la riposte de toute épidémie. Je pense que l'arrivée du président en plus du symbole que c'est que nous allons lutter concrètement de ce que nous attendons de la France, d'abord permettre à l'entreprise française de devenir du nouveau, et ensuite comment ils peuvent nous aider pour accompagner les G et la soutenir des autres, etc. Et aussi nous soutenir sur le plan budgétaire, mais aussi nous dépendre au niveau de la Banque mondiale du Fonds monétaire, etc. Parce que la France est quand même une des grandes puissances qui compte au Fonds monétaire à la Banque mondiale, sans compter. Et le président Hollande nous a très bien accompagné, la France nous a très bien accompagné. Face à la menace de l'opposition politique de reprendre ses manifestations de rue au mois de décembre prochain, professeur Alpha Condé reste catégorique. Pendant le vote de Ebola, on n'a fait aucune manifestation. Et dans le moment de l'opposition, nous avons reporté les sécurités à Mamou à cause de cela. Je n'accepterai pas. Si la manifestation veut manifester, je dois venir là-bas à l'indicateur et les frapper. Si c'est l'opposition qui a la même chose.
Il n'est pas question que les gens fassent la pagaille. Au moment, tu n'as tenu la majorité de l'opposition. Aujourd'hui, tout le monde va se battre. Les gens sont au Parlement. C'est au Parlement qui va vous citer. Pourquoi quand ils sont au Parlement, on va les de la vie? Je connais tout le monde. C'est prévu de pagaille. Et j'ai prévenu le procureur. Maintenant, qui qu'on me suit, on le poursuit. Le président de la République prendra part à la prochaine session de la francophonie au Sénégal. Elle se tiendra du samedi au dimanche prochain. Il faut noter qu'au cours de cette conférence de presse, le président de la République a promis de faire appliquer la loi anti-casse sur les fauteurs de troubles lors des manifestations politiques. La décision de professeur Alpha Condé divise la classe politique. C'est un dossier politique signé Fali Guilaboui. C'est au cours d'une conférence de presse que le président de la République a brandi la loi anti-casse. Alpha Condé promet de la faire appliquer sur tous les fauteurs de troubles lors des marches et manifestations politiques. Je n'accepterai pas. Si la majorité veut manifester, je vais appliquer la loi anti-casse et les frapper. Si c'est l'opposition qui fait la même chose, il n'est pas question que les gens fassent la pagaille. Au moment, je n'accepterai ni la majorité de l'opposition. Aujourd'hui, tout le monde va se battre. Les gens sont au Parlement. C'est au Parlement qui va vous citer. Pourquoi quand ils sont au Parlement, on va les de la vie? Je connais tout le monde. C'est prévu de pagaille. Et j'ai prévenu le procureur. Maintenant, qui m'ont su, on le poursuit. L'application de la loi anti-casse fait des vagues au sein de la classe politique guinéenne. La mouvance présidentielle salue la décision du chef de l'État. Ce n'est pas nous qui avons créé la loi anti-casse. C'est eux, quand ils étaient au pouvoir, c'est eux qui ont créé cette loi anti-casse contre nous pendant que nous, on était dans l'opposition. C'est que ce n'est pas appliqué. Maintenant, nous sommes dans une démocratie. La démocratie veut dire quoi? Qu'il faut respecter la loi. Des propos réfutés par l'opposition qui sonnent la charge. Notre chef de l'État traite des opposants qui sont représentés au Parlement, de petits comptables, de rigolos, ainsi de suite. Je pense qu'il a descendu le débat politique à un niveau qu'il a rarement atteint en République de Guinée. Cette loi anti-casseur qu'il brandit comme un trophée, elle a toujours existé en Guinée. Nous considérons que c'est peut-être une boutade ou c'est des tentatives d'intimidation de l'opposition. Sinon, le droit de cortège et de manifestation est prévu dans notre Constitution. Et à moins d'amender cette Constitution, et je crois que le président de la République n'en a pas les pouvoirs, on ne peut pas retirer cette possibilité aux partis politiques de procéder à des marches dans les conditions évidemment qui sont prévues par la loi. À quelques heures de la visite du président français François Hollande à Conakry, l'opposition lui a adressé une lettre ouverte. Lettre dans laquelle elle peint ce qu'elle appelle impasse politique et conditions de vie exécrables des Guinéens. La paix et la stabilité de ce pays sont devenues précaires du fait de la violation répétée de la Constitution et des lois de la République par le gouvernement actuel. Dans le courrier que nous avons adressé, nous avons relaté quelques faits, nous avons rappelé des situations qui existent dans ce pays aujourd'hui et qui sont des dénis de démocratie et des dénis de justice. Nous espérons que sa rencontre avec le professeur Alpha Condé, même si elle est brève, va être une opportunité pour lui d'attirer son attention sur ces manquements graves aux règles démocratiques et aux règles de justice. La démarche de l'opposition est désavouée par le parti au pouvoir. L'opposition guinéenne est très mal intentionnée. L'opposition est de très mauvaise foi. Quelles preuves ils ont pour dire que le pouvoir est en train de diviser les Guinéens? Ils n'en ont pas. Et nous, on n'a pas intérêt de diviser les Guinéens. Ce n'est pas possible. Pourquoi on va le faire? C'est contre nous-mêmes. Le président français, c'est un homme politique. Il sait ce qu'il fait. C'est un homme politique. Lui, il n'est pas tombé du ciel comme ça. Il sait. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Le président de la République est à couteau tiré avec l'opposition. François Hollande va-t-il intervenir pour décrisper la situation sociopolitique? La question reste pour l'heure sans réponse. Pour les juristes, la Constitution, les textes de loi tels que celui du Code pénal sont clairs sur les manifestations politiques. Si l'article 10 de la Constitution donne le droit de manifester sur la voie publique à tout citoyen, la loi anti-casse vient recadrer les manifestations pour éviter des actes de vandalisme. Suivez Kapala Emmanuel Bamba, président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme. L'article 10 de la Constitution prévoit que tout citoyen a le droit de manifester. Mais comme vous le savez, la Constitution pose les grands principes. Il appartient aux députés, à travers une loi organique ou bien une loi ordinaire, d'expliciter un peu les droits qui sont consacrés par la Constitution. Donc le droit de manifester est bien prévu, mais il faudrait qu'il y ait une loi qui explique les conditions dans lesquelles on doit manifester.
comment on doit manifester. Alors, pour justifier, il y a la loi de 1998 qui porte sur le code pénal guinéen. En ses articles 106 et suivants, le droit de manifester est un peu réglementé là. Par exemple, celui qui veut manifester, elle doit adresser une déclaration préalable 3 jours au moins avant la date de la manifestation ou 15 jours au plus à l'autorité administrative. Lorsque le droit de manifester est interdit, alors ceux qui voulaient manifester ont 2 options. Soit faire un recours devant la Cour suprême, un recours pour excès de pouvoir contre la décision d'interdire de manifester, ou bien prendre le risque de manifester si bien qu'il y a eu interdiction. Alors, le risque de manifester au moment où il y a interdiction va amener des conséquences d'ordre juridique, soit la responsabilité pénale, s'il y a eu des infractions qui en découlent, ou bien la responsabilité civile. Et là, les peines varient entre 6 mois d'emprisonnement et 5 ans d'emprisonnement, avec des amendes qui sont fortes. L'information, c'est aussi le passage des ministres devant l'hémicycle qui se poursuit. Lundi, les ministres de l'enseignement technique, celui de l'enseignement préuniversitaire et des affaires étrangères étaient devant les députés guinéens. Il s'agissait pour eux de défendre leur projet de budget pour l'année 2015. Ils ont aussi brossé les perspectives qu'ils envisagent pour leur département. Chacun à tour de rôle a fait le bilan de son département pour l'année 2014 avant de revenir sur les perspectives qu'ils envisagent pour 2015. Les ministres de l'enseignement préuniversitaire et celui de l'enseignement technique ont présenté avec conviction le budget qu'ils souhaiteraient pour le bon fonctionnement de leur département. Le projet de loi de finances initiale 2015 du ministère de l'enseignement préuniversitaire s'élève à 1163 532 millions de francs guinéens contre 842 630 millions de francs guinéens en 2014, soit une augmentation nominale de 35%. Les dépenses du personnel, traitement et salaire s'élèvent à 1014 827 millions de francs guinéens. Les dépenses de fonctionnement de mon département pour l'année 2015 ont été évaluées à 105 450 millions de francs guinéens. L'exécution de ce budget se présente de la manière suivante. 61 325 63 604 francs guinéens au titre 2, 13 378 287 234 au titre 3, 7 738 924 100 au titre 4, soit un total de 82 442 274 938. Celui des affaires étrangères a tout d'abord abordé l'image que présente la Guinée de nos jours dans la diplomatie avant de revenir sur le budget qui permettra à ce département clé de rehausser sa politique dans les secteurs qui le concernent. Les dépenses prévues pour 2015 sont chiffrées à 336 709 768 000 francs guinéens contre 311 736 561 000 francs guinéens en 2014 au titre de la LFR. Le budget de notre département a enregistré un écart de 24 973 207 000 francs guinéens, soit un taux d'accroissement de 8% par rapport à la LFR 2014. Après le passage des différents ministres, des débats houleux ont été ouverts entre les députés et leurs invités. Une attention particulière a été portée sur le budget du ministère de l'enseignement technique que certains élus estiment très faible. Tenu mercredi d'un atelier conjoint de revue semestrielle du plan de réforme des finances publiques. Les discussions avec les partenaires techniques et financiers ont porté sur le plan de réforme des finances publiques et le dialogue. Manien Kondé. L'objectif de cet atelier est de passer en revue la mise en œuvre du plan de réforme des finances publiques adopté en mai 2014 par le gouvernement. Un plan dont certaines actions sont déjà réalisées et d'autres n'ont pu l'être à cause de l'impact de la maladie Ebola. Il était aussi question d'échanger avec les partenaires qui accompagnent les autorités dans la mise en œuvre de ce programme. Depuis 2010, le gouvernement a engagé des réformes importantes dans notre pays, y compris au plan économique et financier. Et l'accompagnement des PTS, partenaires techniques financiers à 100 ans, a été décisif dans la conduite de toutes ces réformes. C'est pour cela
que le gouvernement attache une importance particulière au maintien du dialogue continu avec les partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre de ces réformes. Le présent atelier constitue une première étape dans ce sens. Il contribue à renforcer les espaces de dialogue entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. Les réformes sont un processus de longue haleine et nécessitent des échanges réguliers et un dialogue constant afin que conjointement on puisse identifier les points de blocage, donner les orientations nécessaires et considérer les options pour faire face aux difficultés. L'atelier conjoint a abouti à des recommandations, dont notamment l'application de la nouvelle constitution financière. Au titre de la gestion du patrimoine et du portefeuille de l'État, il est recommandé de procéder à l'adoption et la mise en œuvre du projet de loi sur la gouvernance financière des entités publiques autonomes. Au titre des finances locales, il est apparu que la gestion financière au niveau des CT mérite une grande attention pour s'assurer que les transferts de compétences s'accompagnent de transferts de ressources concomitants. Pour l'atteinte de ces objectifs qui se situent à l'horizon 2014-2016, les partenaires techniques et financiers promettent de continuer à appuyer la Guinée. D'une rencontre à une autre, la deuxième réunion du comité de pilotage de l'étude nationale prospective du ministère du Plan a eu lieu mercredi. En toile de fond, informé les membres du comité interministériel sur l'état d'avancement du projet Guinée Vision 2035. Il s'agissait aussi de faire le point sur le financement de l'étude et s'assurer de la mobilisation effective des ressources pour la finalisation du projet. Vincent Traoré. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Plan, appuyé par le PNUD et la Banque africaine de développement, s'est engagé en mars 2012 dans l'élaboration d'une vision de développement à long terme, Guinée Vision 2035, un document de prospective qui devrait prendre en compte toutes les transformations économiques et sociales en vue d'accélérer le progrès social du pays. Ce comité de pilotage qui implique toutes les composantes de la société se dit prêt à entamer la seconde phase de sa mission après cette réunion. Le coût global de cette étude nationale prospective s'élève à près de $800 000. Et à ce jour, on a un gap de près de $200 000. Et si, avec le budget national et le FINEX, ce fonds est mobilisé, nous pensons que tous les autres éléments qui doivent compléter l'étude nationale prospective seront traités et d'ici la fin du premier trimestre 2015, on aura le rapport final sur la prospective. Cette deuxième réunion du comité de pilotage de Guinée Vision 2035 a porté sur l'état d'avancement de l'étude nationale, la validation des documents produits et les résultats préliminaires. Les quelques éléments que nous avons observés sur le terrain quand on a interviewé les gens. Les Guinéens s'inquiètent. Ils s'inquiètent de leur situation, de la situation de pauvreté, de la situation de faible accès à l'eau, à l'électricité. Ils s'inquiètent de la gouvernance. Les recommandations issues de cette réunion devraient faciliter l'atteinte de cette vision. Premièrement, c'est d'accroître ou de renforcer la participation de la société civile dans le processus. Je suis le seul représentant de la société civile sur plus de 27 membres, ce qui est totalement insignifiant. Et deuxièmement, c'est renforcer la participation des femmes. On ne peut pas parler de prospective nationale sans l'implication de ceux qui constituent près de 52% ou 54% de la population. Alors, en troisième chose, c'est de s'assurer effectivement qu'il y ait une appropriation de la démarche au niveau national. Il a été recommandé d'impliquer les médias, de renforcer la communication pour que les Guinéens se retrouvent dans les réponses qu'ils ont données. Guinée Vision 2035 constituera une réponse aux défis importants de développement dont la Guinée a tant besoin. Après ceux de Matam et Zérekoré, le commissariat central de Ratoma a été inauguré mercredi. Il a été entièrement rénové et équipé pour la police de proximité par l'Union européenne pour un montant de plus de 200 000 €. L'inauguration de cet édifice flambant neuf a mobilisé les autorités policières communales de l'Union européenne et quelques citoyens de la commune de Ratoma. Benoît Martilla pour plus de précisions.
Cette rénovation entre dans le cadre de la réforme du service de la sécurité. Elle vise à améliorer les conditions de travail de la police et la pousser ainsi à offrir des services de qualité à la population. Le coût de réalisation de l'infrastructure et de ses équipements s'élève à 290 000 € et l'Union européenne, la donatrice, est toujours disposée à financer d'autres projets. L'Union européenne a souhaité mettre des moyens et des outils entre les mains des autorités pour des avancées décisives et rapides vers, premièrement, une police repositionnée au centre du dispositif national de sécurité et une police de proximité réconciliée avec la population qu'elle doit protéger et servir. Ce repositionnement républicain de la police doit passer par un service renouvelé, réorganisé et redéployé en faveur de la population. C'est pourquoi nous venons de prolonger le projet d'appui à la police pour 6 mois supplémentaires. La police est engagée à utiliser cette infrastructure à la satisfaction de la population tout en insistant sur le bon rapport qui doit exister entre elle et les populations. Population de Ratoma, je voudrais ici vous rassurer que la police de Ratoma est à votre service, de jour comme de nuit. Mais sachez également que votre premier devoir, dans la recherche des solutions idoines à la problématique de l'insécurité, passe nécessairement par le partenariat, la concertation avec les policiers de proximité. C'est le même engagement pris par l'autorité communale de Ratoma. Nous veillerons particulièrement à l'entretien de ce bijou qui vient de nous offrir l'Union européenne. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est revenu sur des manifestations de violence et de crimes à répétition dans le pays. Pour Dr Mohamed Cissé, ces pratiques doivent être éliminées de la société guinéenne. Je parle de faits antisociaux, de comportements criminels, de ces assassinats crapuleux, de ces crimes et délits divers qui se commettent jour et nuit et qui empêchent la population de vaquer à leurs activités quotidiennes. Ces actes de banditisme sont soutenus par la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres. Je voudrais vous dire que notre engagement, c'est de stopper ces gens-là. Je les appelle des excroissances sociales. Ce projet d'appui à la police sera prolongé pour 6 mois supplémentaires et prévoit la réhabilitation avec fourniture et installation des systèmes solaires, des postes de police de Lambagny et de Hermakono. Autre fait marquant de la semaine, les travailleurs du port autonome de Conakry étaient mobilisés mardi à la Bourse du Travail. C'était pour faire le compte-rendu des démarches menées auprès des autorités pour l'annulation de la lettre numéro 0688 du 30 juillet 2014 du directeur général du port en faveur du groupe Bolloré. Sarah Camara. La lettre numéro 0688 accorde la gestion du port autonome de Conakry au groupe Bolloré. De ce fait, les entreprises qui y travaillent devraient voir leur contrat purement et simplement annulé. Face à cette menace, les chefs d'entreprise estiment que cela va à l'encontre de leurs droits. Tout ce que nous on veut demander à l'autorité, c'est de nous laisser faire le travail qu'on est en train de faire, qu'on a négocié depuis 20 ans, 30 ans avec les armateurs. Nous avons des contrats, ils sont satisfaits de nos activités. Plus de 2000 employés risquent de se retrouver au chômage avec une baisse des activités de 80%, ce qui veut sans doute dire que les conséquences de cette décision se feront sentir sur les travailleurs et leurs familles. Moralement et physiquement même, ça joue sur nous, parce que ces familles-là, c'est nous qui les nourrissons. Donc aujourd'hui, malgré le peu qu'on reçoit auprès de ces sociétés-là, on subvient les besoins de ces familles-là, mais si toutefois on a perdu tout ça là, mais moralement, et finalement on va mourir par catastrophe. Soutenu par la CNTG, le syndicat national des travailleurs du secteur maritime ne compte pas baisser les bras. Nous essayons d'attirer l'attention de l'autorité là-dessus pour dire que l'air n'est pas de chômage pour un Guinéen. Actuellement, le chômage est synonyme de misère, de souffrance. Donc si nous sommes mandatés
par les travailleurs à défendre leurs intérêts, nous allons nous battre corps et âme pour leur éviter le chômage. Mais nous sommes désolés de constater que les élus du peuple, qui sont les députés, qui sont à l'Assemblée, nous les avons saisis, ils n'ont rien dit sur ce problème. Aucun député n'a parlé de ça. Décidés à aller jusqu'au bout de leurs revendications, les travailleurs du port autonome comptent organiser une marche pacifique. Selon eux, l'arrivée du président français serait une bonne occasion de se faire entendre. Un mot de culture pour boucler cette rétrospective. Mercredi, la salle d'exposition du Musée national de Saint-Darvalia était prise d'assaut par des visiteurs, tous venus admirer les chefs-d'œuvre de certains artistes guinéens et d'ailleurs qui ont choisi l'art pour sensibiliser la population guinéenne sur le mode de prévention du virus Ebola. Cette sensibilisation s'inscrivait dans le cadre du projet Ebola Art qui était appuyé par l'ambassade d'Espagne en Guinée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective. À tous, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web à www.groupeevasiaguinée.info. Bonsoir à tous.